Voilà. Donc je disais une production humaine, voire une production avant l'humain, une production de la vie elle-même. Une production peut-être des animaux, des plantes, des bactéries, je sais pas, bon. Mais que quelque part, le temps soit une composante fondamentale anthropologique, donc de l'homme du coup, enfin vraiment au fondement de l'existence de l'homme, voire au fondement de l'existence de ce qui est vivant, on peut dire, hein, ou même du monde si on veut, mais du côté vraiment de voilà, vraiment aux origines, quoi, aux origines de l'humain et de la vie, si on veut. Bon, ce qu'on voit comme tel. Bon. Ce qui m'apparaissait, c'est qu'en fait, donc, le temps est donc produit. Alors, je vais faire un détour par Carlo Rovelli parce que c'est intriguant ce qu'il propose. Il passe par Husserl. Dans le livre qui s'appelle L'ordre du temps, il y a toute une partie dans laquelle il explique l'idée que le temps pourrait être un phénomène émergent, etc. Et puis la deuxième partie, c'est plus spéculatif. Il propose l'idée que... Alors, il y a toujours l'idée que le temps est quand même il y a une extériorité au temps, quand même. Hein. Il y a une espèce quand même d'espace-temps qui serait extérieur enfin, qui serait extérieur aux humains. Mais c'est comme si les humains, par la mémoire, en fait, stockent le temps, enfin, je sais pas comment le dire, mais stockent le temps, en fait, et c'est la mémoire qui produit quelque part le temps, parce qu'on a toujours une image du temps. Ce qu'on voit, c'est jamais le temps, c'est toujours l'image du temps. Donc il y a une sorte de médiation, en fait, l'humain fait une médiation par le temps et voit toujours interprète ce qu'il voit comme étant des traces du temps, mais qu'en fait ces traces du temps, c'est lui qui projette du temps sur les choses et le temps n'est pas forcément là, en fait. Bon, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a une sorte de métatemps, hein, qui est cette espèce de granularité d'espace-temps. Bon. Ce que je propose, moi, alors c'est pas, je peux pas, moi j'ai pas les capacités pour pouvoir critiquer ce paradigme-là. Je connais pas très bien ni Husserl ni les calculs auxquels il se réfère, etc. Je vois pas, bon. Mais je peux juste proposer un truc qui est un peu décalé, parce que c'est ce que j'ai vu, moi aussi pour moi, ma part. Je pense qu'en fait, comme je disais, c'est que le temps semble être une constituante fondamentale de l'humain et peut-être de la vie, etc. Bon. En fait, là où Carlo Rovelli fait dériver le temps de la mémoire, d'un côté, moi je pourrais dire en fait, finalement, bon, la mémoire, c'est quelque chose qu'on trouve un peu partout. Et qu'en fait, moi je pourrais dire, le temps est une production de technique. Ça veut dire que nous humains et nous êtres vivants, nous produisons du temps. Nous inventons du temps, nous produisons du temps comme une monnaie, encore une fois, qu'on produirait, qu'on échangerait. Bon, nous produisons du temps. Et comment nous produisons du temps? Parce qu'en effet, si on produit du temps, on devrait le savoir quand même. Enfin bon, comment ça, on s'en est pas rendu compte? Bon. Bah, c'est qu'en fait, on s'en rend pas compte parce que c'est tellement constitutif de ce qui nous fait être vivant qu'on s'en rend pas compte, on le fait sans... Ça fait partie... C'est le cœur même de notre existence, quoi. C'est-à-dire que en fait, on produit du temps et ensuite on existe. Alors forcément, on s'en rend pas compte parce qu'on l'a fait avant même d'exister. Donc c'est vraiment c'est le fond même de l'existence, c'est produire du temps. Bon. C'est comme si on produisait du temps et ensuite ce temps ouvre un monde dans lequel on peut vivre quelque part. Mais c'est comme si voilà, le temps s'ouvre devant nous et ensuite voilà, et on vit dans ce temps. Voilà. Mais d'abord il a été produit ce temps. Bon. Et ce que je pense donc, c'est que ce qui produit le temps, et là c'est pour ça que ça me fait plaisir, moi je me dis, je m'auto-congratule si je veux, mais c'est l'art, voilà. Alors c'est l'art au sens très 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 large du terme. C'est l'art au sens ars, ARS, qui veut dire les techniques. Ce que je pose ici, c'est que c'est les techniques qui produisent le temps.
Et les techniques, c'est très très large. Bah, technique, ça veut dire la musique, les arts visuels, ça veut dire le langage, l'écriture, et donc aussi la philosophie, l'art, les mathématiques, euh, bah bon, la parole, je viens de le dire, bon, et les gestes, le théâtre, et donc les gestes aussi. L'écoute, le fait de ressentir quelque chose peut être vu comme une technique. Apprendre à percevoir, c'est une technique. Percevoir la faim, c'est une technique. Percevoir la douleur, c'est une technique. Ça peut être quelque chose qu'on apprend. Donc en fait, il y a cette idée quelque part que avant qu'il y ait du temps, il y a un mouvement. Et que, comme je disais, toutes ces techniques qui produisent des signes, qui produisent des perceptions, qui produisent des gestes, sachant que toutes ces choses-là on peut penser, sont un peu la même chose, en fait, ça produit des mouvements. Et ce sont ces mouvements qui produisent du temps. Je le dis pas très bien, hein, je trouve que j'en parle pas très bien, mais il faut comprendre ça. Je vais prendre la musique comme exemple. Moi, avant, je pensais que, parce que c'est la conception qu'on a avec les partitions, qu'il y a du temps. Le temps, il s'écoule un peu à vitesse constante. Et la musique se déploie dans le temps. Il y a du son, il y a du rythme, et ce rythme s'échelonne dans le temps. Et ce que je crois, c'est que maintenant, et c'est quelque chose qui apparaît dans la perception du monde magique, comme je disais, c'est que c'est l'inverse. C'est le temps qui se déploie dans la musique. Ça veut dire que la musique produit du temps. La musique, en agençant certains rythmes les uns avec les autres, qui font écho à un système qui nous permet de mémoriser certains rythmes et de les mettre en écho avec d'autres et quelque part produit une architecture mémorielle qui permet de produire des durées et du temps, qui produit une architecture de temps dans laquelle ensuite on pourra se déplacer. Parce qu'une fois quelque part qu'on aura écouté la musique aura quelque part construit une architecture de temps, et ensuite, cette architecture de temps, on pourra l'utiliser pour d'autres choses. On pourra quelque part réutiliser la musique, c'est comme si elle allait rester, enfin ça je sais pas trop comment ça marche, mais comme si elle allait rester dans la tête, hein, comme une musique qui reste en tête, quoi, du coup. Donc il y a une espèce d'effet d'inertie, quoi, voilà. Bon. Et c'est un peu ça pour le reste aussi. J'ai l'impression que les formes d'art, d'art, comme j'ai tout confondu, hein, toutes les formes de langage, toutes les formes non pas de représentation quelque part, mais toutes les formes tous les systèmes de signes, si on veut, semblent être comme des cartes, hein, comme des formules magiques, si on veut, qui, une fois qu'on les active, produisent du temps devant nous, et je suppose aussi de l'espace. Je suppose que l'espace aussi est aussi produit comme ça, hein, produit comme un truc qui, en supposant, ça je ne sais pas encore trop comment ça peut marcher, mais c'est une hypothèse, hein, bien sûr, tout ça c'est un peu des hypothèses, bien sûr, il n'y a rien de prouvé, mais je suppose aussi que du coup l'espace soit une espèce d'illusion du temps, hein, une espèce de manière de de disposer dans une certaine dimension du temps, enfin une certaine architecture du temps,
c'est une sorte de... L'espace semble être une espèce de, comment dire, de technologie temporelle très très bien ficelée qui permet de mettre d'organiser dans des lieux justement des objets, des mémoires que sinon on devrait juste mettre dans du temps, quoi, qui serait comme en une seule dimension, enfin, ou même pas en un seul moment, qui serait voilà, bloqué. Donc en fait, c'est comme s'il y avait la mise en espace peut être compris comme étant une sorte de projection du temps, en fait. Bon, mais ça, ça me semble encore extrêmement spéculatif. Hein. Je sais pas comment j'ai encore du mal à le parce que je le pressens, mais j'arrive pas à le saisir, quoi. Donc voilà. Et donc du coup, bon, vu comme ça, c'est intriguant, parce que je crois que c'était une conférence d'Alain Cohn qui parlait de ça. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas le mouvement n'est pas c'est pas le mouvement qui est décomposable en points dans l'espace et dans le temps, mais c'est le mouvement qui est référencé sur lui-même, en fait. Le mouvement est premier, si on veut. Ce qui est premier, c'est le mouvement même. Et c'est nous, ensuite, nous humains, qui décomposons ce mouvement en temps et en espace. Mais c'est la mémoire qui le décompose, c'est notre système d'interprétation qui le décompose. Mais en fait, il peut être pertinent de revenir à l'origine même en disant que c'est d'abord du mouvement et qu'on n'a pas forcément besoin de le décomposer. Enfin, il est dissocié. C'est pas tellement une décomposition, c'est plus une dissociation. Le mouvement n'a pas besoin d'être décomposé, il est pour lui-même quelque part. Bon, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Si je rejoins la question, bon déjà c'est déjà quand même un sacré bouleversement ontologique, hein, parce que ça veut dire quand même que le temps, enfin la question de l'histoire, la question de l'espace change beaucoup de choses, tout ça. Ça veut dire quelque part que l'espace et le temps est une construction sociale, une construction de l'esprit. Ça c'est quand même assez considérable. Hein. Voilà. Et en effet, c'est parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire un peu la continuité presque de la pensée de Butler, par exemple. Voilà, avant on pensait que, enfin moi je pensais ça avant parce que c'est ce qu'on m'avait appris, que les hommes et les femmes étaient une réalité biologique naturelle. Et puis j'ai vu progressivement qu'en fait, il était possible que ce soit plutôt une sorte de projection de paradigme, quoi. On a un paradigme de la division sexuelle, on le projette sur les gens. Ce paradigme construit, enfin, est tellement projeté sur les gens que quelque part les gens imitent ces paradigmes, et à la fin on a l'impression que finalement c'est réel. Alors qu'en fait, c'est une fiction qui s'est quelque part fabriquée et qui s'est on pourrait dire que c'est une fiction fabulatrice, hein, pour reprendre un terme de Donna Haraway, mais je suis pas sûr que ça vienne d'elle. Je crois que c'est elle, mais peut-être c'est Isabelle Stenger. Je sais plus qui c'est qui parle de ça. Et là c'est pareil. On pourrait supposer, pour moi il y a cette idée que je suppose que l'espace et le temps soient aussi une production, une fiction fabulatrice si on veut, une fable qui s'est objectivée, quoi, qui s'est naturalisée, mais qu'à la base c'est une construction, alors qui est peut-être en effet beaucoup plus, qui est fabriquée, le système de production de l'espace et du temps semble être quand même ancré très profondément, mais c'est quand même pas rien, quoi, parce que du coup ça change beaucoup de choses pour moi. C'est un truc comme ça. En tout cas, ça change beaucoup de choses en physique, parce que ça veut dire aussi que la physique n'est pas, il n'y a pas une forme d'objectivité de la physique, mais il y a une sorte de, enfin, ça suppose de repenser la physique, quoi. Bien sûr, un truc comme ça. Bon, bref. Ça renvoie aussi un peu à la magie. Hein, la question chez Butler du genre, ça suppose que le genre est performé par la parole. Hein. Butler reprend je crois que c'est Austin Spare, mais je suis pas sûr, ça me semble bizarre comme nom. Je sais plus comment il s'appelle. C'est quelqu'un qui parle de la performativité. Le livre s'appelle C'est quand dire c'est faire. Je l'ai pas lu ce livre-là non plus. Il y a très peu de livres que je lis correctement. Je ne lis que des résumés, c'est plus rapide. Quand dire c'est faire, de John Langsaw Austin. Et donc ce truc quelque part qu'en fait dire quelque chose, enfin parler,
c'est faire advenir ce qu'on dit. Du coup, donc c'est un peu la parole magique pour moi. Pour moi, c'est de la magie. Hein. Donc en fait, c'est parce que je dis quelque chose que ça va advenir dans la réalité. Et c'est pareil, c'est parce que on dit un tel est une femme qu'il ou elle est une femme. Voilà. Dans le principe des gender studies, etc. de Butler. Et donc, pour moi, il y a cette idée de est-ce qu'il n'y a pas pareil pour le temps et l'espace? C'est-à-dire que finalement, le temps et l'espace serait aussi une production du coup des arts, de la parole, quoi. Du coup, c'est un plein de choses, serait performé. On performe le temps et l'espace. Et on a l'impression que le temps et l'espace est stable, mais en fait, il ne serait pas tant que ça. Il serait toujours produit selon des modalités différentes à chaque fois. Je suppose que on observe une relative homogénéité entre le temps et l'espace dans nos vies quotidiennes. Parce qu'il faut dire ça aussi du coup. Bon. Pourquoi? Parce qu'il y a une espèce de système un peu thermodynamique qui fait quelque part que les espaces et les temps semblent se rééquilibrer à peu près lorsqu'ils sont en connexion. Et puis aussi, ils le font de manière très rapide, qui fait qu'on ne voit pas la différence. Ou en tout cas, c'est trop rapide pour qu'on le voit. De la même manière que notre œil s'habitue très vite à des changements de ce qu'on appelle la température de couleur. Voilà, c'est-à-dire que à l'intérieur, par exemple, les lampes, elles tirent plutôt vers le jaune et le soleil, il tire plutôt vers le bleu. Sauf qu'en fait, notre œil s'adapte très très vite. De la manière qu'il fait très vite la mise au point. Quand on regarde un mur, ou quand je regarde ma main ou quand je regarde le mur, en fait, mon œil fait la mise au point, mais il le fait super rapidement. Et si je fais pas attention, je vois pas. Je fais pas attention. Donc en fait, moi je peux supposer que tout est net. Mais en fait non, tout n'est pas net. Tout est toujours avec un système de mise au point. Et si j'ai une caméra, bah, je sais bien qu'il faut faire toujours la mise au point et qu'il faut toujours régler la température de couleur. Voilà, et ça c'est un problème technique parce que l'œil le fait automatiquement. Et je suppose d'une certaine manière que nous habituons aussi automatiquement au changement de temps. Hein, les temps changent, il y a des temps qui changent, mais on s'y habitue assez vite. Donc on ne voit pas très bien les changements, on ne les mesure pas si bien que ça quelque part, et on a l'impression qu'il y a une forme d'homogénéité à peu près. Aussi parce qu'il y a la montre, bon j'en parlerai pas là, mais je pense que la montre est aussi une technique. La montre n'est pas un objet qui... je dis tout aujourd'hui, hein, c'est bien, je fais une belle conférence là. La montre n'est pas un objet qui mesure le temps, c'est un objet qui produit du temps. Et la montre peut être vue comme étant un système technique, aussi un système technique, de la manière que la musique ou quoi, comme un instrument de musique, on pourrait dire, hein, de la manière que la musique produit du temps, calibre du temps. Et, la montre produit un système, un temps, en fait, produit un temps calibré, sur lequel tout le monde se place un petit peu, et ça c'est une espèce de république du temps. Ça homogénéise, ça rend homogène, ça homogénise le temps. Voilà, mais c'est une technologie. En fait, la montre n'est pas un outil de mesure, c'est une technologie de production d'un temps commun. Donc c'est très beau, c'est super, bon, mais c'est pas un outil de mesure, il n'y a pas de mesure, hein. La mesure, du coup ici, performe son objet, c'est vraiment, c'est un changement de paradigme, parce qu'évidemment, voilà, et du coup on peut poser la question, même pour un mètre, alors moi je le fais pour le temps, pas pour l'espace ici, parce que comme je disais, mais du coup, est-ce qu'un mètre mesure le temps, ou mesure l'espace, ou est-ce qu'un mètre produit l'espace et ben là-dessus, c'est pareil, c'est pas clair, quoi, enfin bon. Donc voilà un petit peu, c'est pour ça que j'essaie de me dire en fait, là-dessus il y a tout un basculement qui est de se dire finalement, on passe d'une forme d'objectivisme, hein, d'une conception réaliste du monde, le monde est réel devant nous, quoi, à une conception magique. Le monde est produit par la parole, ou par en tout cas, par du langage, en gros. Par nos gestes, on peut dire, les gestes c'est de la danse, hein, si on veut, quand on fait des gestes, c'est de la danse. Les gestes, ils ont été inventés. Donc on fait des gestes parce qu'ils sont inventés. Donc c'est aussi une écriture du corps, si on veut. Voilà. Donc en fait, on est en train d'écrire le monde. Et vu sous cet angle-là, je me pose la question, c'est... dans tout ce rapport-là, du coup, le monde, tel qu'on le connaît, est une production esthétique,
il est produit par la magie, un petit peu. La physique qui semble mesurer le monde, dans ce cadre-là, évidemment ça suppose voilà, comme je disais, un changement de paradigme, et il faut accepter l'idée que la physique et la science un petit peu est une forme d'art, est purement une construction, un truc comme ça. Bon, enfin, mais dans un sens, c'est que la physique produit son propre monde, un monde de physique, quelque part, mais c'est comme si elle avait inventé le monde qu'elle décrit, un petit peu, elle performe, elle produit son monde, un petit peu, elle le produit aussi, et elle le diffuse, enfin, elle le diffuse par des technologies, etc. Enfin, en fait, elle produit un monde qu'elle démocratise ensuite aussi, quelque part, hein. Donc du coup, elle a l'impression que finalement, elle mesure un monde qui est là pour tout le monde, mais en fait elle l'invente, et au moment où elle l'invente, elle le rend réel, et ensuite elle a l'impression qu'il est déjà là. Donc il y a peut-être un truc qui se mord la queue un peu comme ça aussi, quoi, de la même manière, quoi. Bon, voilà. Mais bon, vu comme ça devient intéressant, parce que du coup ça veut dire que finalement le monde est une production, le monde est une invention, le monde est comme un espèce de, comme je disais, de système informatique qu'on va coder. On code le monde un petit peu, voilà, et donc le temps et l'espace sont des données fondamentales de ce code. Voilà. Alors après, on pourrait se dire, bon, enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est comme si le temps, je disais donc c'était une sorte de monnaie, je suppose que le temps est un... Si quelque part le monde qui est devant nous est une production, je suppose que le temps joue un rôle fondamental dans cette production. Qu'en fait, donc on produit du temps, quelque part, mais j'ai l'impression qu'on ne produit que du temps. Qu'en fait, donc là ça va, voilà, c'est-à-dire que finalement, qu'est-ce qu'il y a dans le monde comme objet que nous pouvons percevoir? Donc là je le prends sous un angle, disons, phénoménologique, du point de vue de la conscience, du point de vue de ce qu'on observe. Qu'est-ce qu'on a? On a du son, on a, c'est les sens, hein, les 5 sens, c'est comment? On a du son, on a, je vais mettre de la kinesthésie. Donc kinesthésie, c'est le toucher, mais c'est aussi le ressenti des organes du corps, c'est les émotions, c'est la douleur, c'est la faim, c'est la température, bon voilà, ces choses-là. Et puis, il y a les yeux, donc la lumière. Bon. Il y a aussi le goût, mais le goût, on va dire, c'est le goût, l'odorat. Bon, l'odorat, c'est vrai que c'est des particules. Bon, ça, je vais dire, c'est kinesthésie aussi. Voilà, on va rentrer là-dedans. Je n'ai pas trop réfléchi à ça. Bon. Peut-être c'est vrai que l'odorat, c'est intéressant. Je ne me suis pas trop intéressé à l'odorat, pas assez. Bon, alors moi ce que je suppose, pour en tout cas ces trois sens-là, on va dire kinesthésie, les yeux et les oreilles, c'est qu'on peut les penser en termes de temps. Ça veut dire que, bon, il y a un terme qui est utilisé qui est celui de qualia, hein, donc qualia c'est des unités fondamentales de la perception. C'est un terme qui, je crois, est utilisé par Nelson Goodman. Et à partir de ça, donc c'est une sorte d'atome de la perception. Bon. Alors dans les qualia, il y a par exemple les couleurs, il y a on pourrait dire bon les formes, bon... on peut dire les formes, c'est des agencements de couleurs, si on veut. Il y a les fréquences sonores, par exemple. Ça aussi, c'est un qualia. Je crois que ça compte comme un qualia, quoi. Donc, voilà. Le son, ce sont des fréquences sonores. Bon. Voilà. Bon. Et puis on pourrait dire peut-être que voilà, il y a une émotion, c'est un qualia. Bon, un ressenti, c'est un qualia particulier. Bon, voilà. Alors, en fait, bon, chacun de ces qualias, je crois qu'ils sont réduisibles à du temps. Bon, exemple, le son. Le son, c'est quoi? C'est des fréquences. C'est des fréquences. On a, d'ailleurs, je parle de la limite aussi, on a des fréquences sonores qui sont, qu'on arrive à entendre de 20 Hz à 20 000 Hz. 20 Hz, c'est 20 battements par seconde. 20 000 Hz, c'est 20 000 battements par seconde. Et en fait, voilà, 20 Hz, c'est grave, 20 000 Hz, c'est aigu. Et donc finalement, le fait qu'on entende un son qui soit grave ou aigu, c'est juste qu'on entend un rythme qui va à des vitesses différentes. On entend des vibrations de l'air. Ce que fait l'oreille, c'est quoi? Qu'est-ce que mesure l'oreille? Qu'est-ce qu'elle écoute? Qu'est-ce qu'elle produit peut-être? En tout cas, bon, qu'est-ce qu'elle écoute? On suppose qu'elle écoute plutôt qu'elle produit. Qu'est-ce qu'elle écoute? Même si bon, l'écoute est sûrement une production, c'est pas la question. Qu'est-ce qu'elle écoute? Elle écoute des variations de fréquences temporelles.
enfin de fréquence temporelle, de fréquence de son, de fréquence de... Voilà, donc il y a des vibrations de l'air, et ces vibrations vont à des rythmes différents. En dessous de 20 Hz, on peut être par exemple à des rythmes, voilà, un rythme par seconde, un battement par seconde, un battement tous les 2-3 secondes, et là on est sur deux rythmes. La musique, c'est quoi? C'est des agencements entre des rythmes et des mélodies. Bon. Sauf que les mélodies, c'est quoi? C'est des auteurs de notes, et des rythmes, c'est des pulsations dans le temps, régulières du coup. Bon. Sauf qu'une note, c'est quoi? Une note, c'est une pulsation régulière aussi. C'est un rythme. En fait, une note, c'est un rythme très rapide. Tellement rapide qu'on le comprend comme une note. Mais en fait, c'est un rythme très rapide. Et un rythme, c'est quoi? C'est une note très très lente. En fait, fondamentalement, il n'y a pas de différence entre un rythme et une mélodie. La seule différence qu'il y a, c'est qu'aux alentours de 20 Hz, nous, humains, en fait, il y a cette limite-là, il y a un effet de seuil qui fait d'un côté, ce qu'on voit comme un rythme, on peut le voir comme une mélodie et inversement. Enfin, à partir d'un effet de seuil, si on prend une note et qu'on la ralentit, ça devient un rythme, et si on prend un rythme et qu'on l'accélère, ça devient une note. Et donc je suppose qu'il y a un seuil qui est à ce niveau-là, qui peut-être est le même seuil qu'il y a entre le temps et l'espace, qui nous fait percevoir, qui fait que d'un côté on a des rythmes qui ont l'air d'être dans du temps, entre guillemets, et qui sont comme séquentialisés, qui sont dans une logique sérielle, les uns à la suite des autres, et de l'autre côté on a des mélodies qui semblent être en même temps, hein, qui semblent s'échelonner, mais presque selon un espace, avec des graves et des aigus, et qui sont en simultané, qui sont presque en parallèle, quoi. Sauf qu'en fait, c'est pas tellement en simultané, c'est juste que c'est trop rapide, c'est très rapide, quoi. C'est très rapide, et c'est comme si on n'arrivait pas à le traiter à cette vitesse-là, donc du coup on le prend comme un seul morceau, un seul truc, quoi. Et je suppose de la même manière, possiblement, que l'espace, c'est un peu pareil. L'espace, on a une lecture quasiment en parallèle de l'espace, parce qu'on ne peut pas le traiter de manière séquentielle, parce que c'est trop rapide. Donc du coup on le prend comme en plein. Mais en fait, on pourrait le supposer, comme pour la mélodie, que c'est juste des rythmes très rapides. Bon. Je viens à l'espace. Je disais que l'espace semblait pour moi être lié à la question du visuel. Hein, comme si la peinture, les arts du visuel semblent liés à l'espace, et la musique est plutôt liée à un art du temps. Mais je suppose ici qu'en fait, ce qui est visuel, c'est en fait aussi du temps, mais du temps qui est très rapide. Alors, bon, qu'est-ce que c'est que du visuel? Du visuel, du coup, bon, c'est des couleurs. Voilà, c'est de la lumière, ok? Et la lumière, il y a des couleurs dans la lumière. Dans la lumière, il y a des différences d'intensité, puis il y a des différences de colorimétrie. Les colorimétries, c'est quoi? C'est... Qu'est-ce qui sépare le bleu du rouge? C'est des questions de fréquence. Hein, la lumière, elle vibre, enfin elle a des fréquences, elle est sur le spectre visible de la lumière, c'est des oscillations. C'est des oscillations qui sont très rapides, de l'ordre du mégahertz, je crois, je suis pas sûr, faut que je revérifie. Je sais pas si c'est du gigahertz ou du mégahertz, je crois qu'on est plutôt sur du méga, mais... Voilà, et donc du coup, nous ce qu'on voit, les humains, ce qu'on voit, c'est un tout petit bout du spectre de la bande de fréquence. C'est qui va du coup du bleu, du violet au rouge, quoi. Voilà. Après il y a les ultraviolets, et puis après c'est infrarouge. Bon. Donc voilà, et donc nous on voit ça. Et donc c'est pareil, c'est des oscillations, et donc la différence de couleur qu'on voit, c'est juste une différence de vitesse d'oscillation, de vitesse de fréquence, quoi, du coup, de variation de la fréquence des photons. En fait, bon. Ensuite, je disais la kinesthésie. Là, au niveau du corps. Au niveau du corps, donc je disais, il y a quoi? Il y a la température, donc on va pouvoir repartir sur la question de la température. On a du coup tout ce qui est les affects, les émotions, puis la faim, la soif, voilà, bon... comme je disais, le goût, l'odorat, je mets de côté, j'y ai pas réfléchi. Donc, bon, je veux dire, la faim, la soif, on va le voir comme des émotions particulières. Hein. On va dire ça, on va dire c'est une sorte d'émotion. Bon, la douleur aussi, bon. Une émotion intense quand même. Bon. Quand on a une émotion, qu'est-ce qui se passe? Je vais relancer la caméra.